Alors, sera-t-il possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète? Autrement dit, faire en sorte que tout le monde mange à sa faim et de façon équilibrée. Pour relever ce défi, certains pays explorent déjà de nouvelles recettes. Je vous souhaite un bon voyage et bon appétit. Quand on parle de soja, on pense souvent au Brésil. C'est là qu'on en produit le plus, non? Alors, l'Amérique du Sud est le premier producteur de soja quand on fait la somme Brésil-Argentine. Mais le premier producteur reste les États-Unis. Ah, on a bien fait de demander. Il paraît que le soja, c'est un peu un super aliment, notamment parce qu'il contient tous les acides aminés essentiels. Magique, hein? Alors, l'aliment magique, c'est peut-être un grand mot, mais le soja a l'avantage, d'être une légumineuse. C'est-à-dire comme le pois et le haricot a l'avantage de fixer l'azote de l'air pour enrichir les sols. Et c'est une légumineuse qui peut être utilisée à la fois pour produire de l'huile de soja, et pour utiliser sa fraction protéique dans l'alimentation aussi bien humaine qu'animale. Des lipides, des protéines, pas mal. Sauf que pour l'instant, la majeure partie de la production de soja, elle n'est pas tout à fait destinée à nos assiettes. Imaginez, il faut 5 tonnes de protéines végétales pour produire 1 tonne de protéines animales. La plus grosse partie du soja au niveau mondial est effectivement destinée à l'alimentation animale. La quantité de soja produite pour l'alimentation humaine est très minoritaire. La viande, les œufs, le poisson, c'est la caricature classique des apports protéiques. Mais justement, les légumineuses et les céréales, par exemple, pourquoi pas les pommes de terre, peuvent aussi fournir des protéines dans l'alimentation. Donc le soja fait partie de l'offre alimentaire possible, mais il n'y a pas que le soja. Quand on parle de légumineuses et plus particulièrement de pois, le Canada est le grand champion. Mais pourquoi faire un poids lourd des pois? Le Canada a créé une dynamique autour d'une association qui s'appelle Pulse Canada, qui veut dire en fait légumes secs Canada. Et pour le producteur, la production de pois, notamment au Canada, permet des revenus qui sont pratiquement au même niveau que les revenus issus des céréales. Alors que par exemple en France, les rendements en céréales et en blé en particulier sont tellement optimisés et élevés que l'agriculteur a toujours bénéfice à produire des céréales en termes de revenus plutôt que produire des légumineuses. Ils ont probablement compris qu'il y avait une demande mondiale énorme, en particulier le marché chinois et indien qui permet d'avoir un volume exporté et qui permet justement ces débouchés, ce commerce et ces revenus pour les producteurs. Et forcément, avec un tel marché, ça donne envie de progresser. Les champs canadiens envoient du pois et c'est pas non plus la planète qui va s'en plaindre, puisqu'en fixant l'azote dans le sol, les légumineuses permettent de réduire l'apport en engrais. Par ailleurs, Pulse Canada travaille sur des nouvelles variétés donnant plus de rendement, moins sensibles aux maladies. Et puis, il développe également, de manière plus récente, des variétés dont la composition serait plus intéressante, autrement dit, moins de facteurs qu'on appelle antinutritionnels. C'est un composé présent dans des aliments dont la consommation en excès génère des troubles qui peuvent être digestifs ou des troubles en termes d'absorption d'autres composés et qui du coup vient perturber la qualité nutritionnelle du produit final. Ces facteurs antinutritionnels, on peut en tolérer une petite quantité, bien évidemment, mais ils sont par exemple inhibiteurs de l'absorption de composés comme le calcium ou le magnésium. Et donc l'excès de consommation de ces composés peut poser problème dans certaines populations. D'où l'intérêt de recherche sur des variétés, par exemple pauvres en acide phytique. En d'autres termes, les Canadiens sont en train de concocter le super pois du futur. Qu'est-ce que c'est bon le couscous! Des légumes, des céréales, des légumes secs, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Le couscous est le plat typique qui montre une association entre les céréales, par la semoule du couscous, et des légumineuses, typiquement les pois chiches qui sont dans le couscous. Et donc on trouve cette complémentarité au niveau des sources d'acides aminés indispensables, puisque les céréales sont déficientes en certains composés, qui sont eux présents dans les légumineuses et vice-versa. Donc l'association des céréales et des légumineuses permet d'avoir un apport complet au même titre que les sources animales dites de référence. Oui, enfin, ça va souvent avec de la viande le couscous.
Oui, mais l'alimentation, c'est par définition complexe et le couscous n'échappe pas à la règle. L'alimentation, on consomme des produits animaux, de la viande, des produits laitiers, des œufs, des légumes, des céréales, etc. Et donc le couscous fait partie des plats composés complexes qui permettent de répondre aux besoins de l'alimentation. On retient donc l'exemple que nous donne le couscous. Une bonne alimentation, c'est une association d'aliments. Mais il y a d'autres plats traditionnels, par exemple la paella, qui associe également du riz comme céréale et puis un petit peu de pois dans les recettes traditionnelles qui sont basées un petit peu sur la même logique. C'est des modèles qui ont été créés par des recettes avec des approches évidemment complètement empiriques mais qui permettent de répondre aux besoins. Ah là là, ça me donne faim tout ça. Dans certaines régions du monde, et notamment dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les protéines animales comme la viande, le lait ou le poisson sont très coûteuses. Et si les terres sont particulièrement arides, le problème de sécurité alimentaire devient vraiment catastrophique. Dans ce contexte, certains légumes secs peuvent apporter une réelle solution, notamment parce qu'ils sont riches en protéines, mais aussi parce qu'ils sont plus faciles à cultiver. Effectivement, certaines variétés sont particulièrement résistantes à la sécheresse et permettent d'avoir des productions localement qui permettent d'avoir des sources protéiques disponibles pour les populations, puisque souvent dans les pays émergents, les populations sont quantitativement importantes. Et le problème, c'est l'accès à la nourriture, notamment en termes d'énergie et de protéines. Les protéines sont souvent le facteur limitant. Du coup, on mise sur des pois tout-terrain hyper résistants, comme les pois d'Angole ou les pois bambara qui peuvent être cultivés dans des sols très pauvres et semi-arides. Alors, ce sont des pois qui sont souvent avec des systèmes racinaires qui permettent de résister à la sécheresse et de produire, même sous des climats avec des températures élevées. Les légumes secs sont donc un super aliment pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais ce n'est pas une formule magique. On ne peut pas consommer que des pois pour couvrir ses besoins. C'est comme le couscous ou la paella, il faut associer d'autres choses. C'est quand même des populations qui sont souvent très végétariennes, mais qui ont accès également à d'autres sources, comme le manioc ou d'autres tubercules. Donc ils peuvent arriver à couvrir leurs besoins. Et couvrir leurs besoins en protéines, qui est souvent le plus difficile. C'est sûr, quand on parle de grignoter des insectes, la Belgique n'est pas la première destination à laquelle on pense. Et pourtant... En Belgique, la consommation d'une demi-douzaine d'espèces d'insectes entiers, pas sous forme de farine, mais entiers, est autorisée puisque l'interprétation du règlement européen sur les nouveaux aliments a laissé la Belgique autoriser ces 6 espèces d'insectes consommés entiers. Alors sachant qu'on peut évidemment enlever les parties dures comme les pattes ou les ailes parce que c'est pas ce qui est le plus agréable à consommer. Une petite aile d'insecte coincée entre les dents, ça doit effectivement être gênant. Manger des insectes, c'est de plus en plus tendance dans nos assiettes. Mais est-ce vraiment une solution pour l'alimentation de demain ? Alors les insectes sont déjà consommés par 2 milliards d'habitants sur la planète de manière assez traditionnelle. De là à en faire un aliment pour couvrir les besoins de 9 milliards d'habitants, il y a encore une marge qui paraît assez éloignée. En revanche, les insectes peuvent être produits dans des systèmes qu'on appelle des entomoraffineries, donc des constructions d'usines pour produire des insectes qui pourraient être destinés à l'alimentation, cette fois du bétail, pour remplacer le soja, en particulier les poules pondeuses et les poissons de l'aquaculture. D'accord, mais il faut bien les nourrir, ces insectes. Oui, alors si effectivement on produit du soja pour donner à des insectes qu'on donne ensuite à des animaux divers et variés, on a une perte quantitative à chacun des maillons. L'idée de produire des insectes, ce serait d'utiliser des ressources végétales qui actuellement sont peu utilisées dans ce qu'on appelle la biomasse. Par exemple, des déchets de maïs ou des choses comme ça qui sont pas ou peu valorisés. Ah là, tout de suite, ça devient nettement plus intéressant. L'insecte a l'avantage d'avoir un taux de conversion de protéines important. Globalement, dans les espèces animales, on compte 5 tonnes de protéines végétales pour produire 1 tonne de protéines animales.
Avec les insectes, on est plutôt sur un rapport de 2 à 1. De quoi rendre ces petites bêtes hyper appétissantes. Et si on arrêtait la nourriture? Enfin, la vraie quoi, celle qui se mâche. C'est un peu l'idée de Soylent. Un repas prêt à boire, comme disent les Californiens qui l'ont développé. Une boisson qui nous permettrait d'avoir un repas équilibré en un clin d'œil. Une bouteille équivalent à 20% de nos apports nutritionnels journaliers. On couvre ses besoins, en tout cas théoriquement, mais il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est consommer des aliments et pas une somme de nutriments. L'alimentation sous forme de nutriments, c'est quand on est à l'hôpital en réanimation, mais là le contexte est évidemment différent. Mais dans la vie de tous les jours, on doit consommer de vrais aliments avec une vraie texture, une association de différents types d'aliments pour couvrir l'ensemble des besoins en macronutriments, les sucres, les graisses et les protéines, mais aussi en micronutriments, les vitamines, les minéraux, et puis des choses comme les polyphénols, les fibres, etc. Et ça, on n'a pas ça dans une poudre qui n'est qu'une association de composés élémentaires. Bon, comme ça c'est clair. Pas question de remplacer les vrais aliments par une poudre. En même temps, je dois avouer que ça n'avait pas l'air super fun comme repas. Alors l'alimentation, c'est loin d'être que couvrir des besoins nutritionnels. C'est, comme disait Trémolière, un fait social, une relation conviviale. Et puis l'alimentation commence par mastiquer des aliments et pas consommer que des produits liquides. Ben, spontanément, en tout cas dans nos cultures, les gens se retrouvent pour manger, ils partagent un moment. Et comme me disait un collègue il n'y a pas très longtemps, même les nomades qui achètent un sandwich, ils se retrouvent ensemble sur un escalier pour manger ensemble. Et donc il y a toute une relation sociale autour de la consommation alimentaire. Et on voit bien que les gens qui consomment debout dans leur coin, ils ne vont pas forcément très bien. Chaque année dans le monde, on produit près de 25 millions de tonnes d'algues alimentaires, rien qu'en comptant les macro-algues. Et sur tout ça, 96% sont des algues que l'on cultive. La Chine est le principal producteur et son premier client est le Japon, où la consommation est traditionnelle. Algues rouges, algues brunes et puis les micro-algues aussi. Il y en a pour tous les goûts. En plus, elles sont riches en protéines, en vitamines et on peut les cultiver à plein d'endroits. Que demander de plus ? Alors les algues peuvent être un aliment, on a déjà des algues qui sont consommées, on trouve de la spiruline par exemple, alors certains disent c'est une algue, d'autres c'est pas une algue, mais bon, on est quand même dans ce monde-là. Les algues peuvent servir à produire à la fois des huiles et des protéines. La problématique des algues aujourd'hui, c'est quand même une consommation d'énergie très importante pour pouvoir produire de la biomasse en quantité. La problématique, c'est notamment la lumière sur certains modes de production, qui est de fait consommateur d'énergie, et la température de l'eau qui est également à chauffer pour avoir des productions sur des échelles suffisantes. Bon, donc si je comprends bien, si on arrive à réduire l'impact énergétique de leur culture en utilisant des énergies renouvelables par exemple, les algues, c'est top! Peut-être pour le futur, mais si on regarde les insectes, la recherche sur les insectes est plus avancée que certains aspects sur les algues. Bon, à creuser encore un peu, hein. En Inde, près d'un tiers de la population est végétarienne, ce qui représente plus de 420 millions de personnes. Si ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous ? La question de tout le monde végétarien, sûrement pas. L'alimentation est, comme je l'ai déjà dit, complexe et pour couvrir l'ensemble de ses besoins, la meilleure solution, c'est d'avoir un répertoire alimentaire, c'est-à-dire une quantité d'aliments dans ses apports aussi large que possible. Alors la population indienne, pour des raisons notamment culturelles, est donc très végétarienne. Ça leur pose quelques problèmes de couverture en certains nutriments et en particulier en vitamine A, qui posent quelques problèmes de santé publique à l'échelle indienne, compte tenu en plus du nombre d'individus à nourrir sur le territoire. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être végétarien et en bonne santé, mais que c'est moins évident. On peut manger végétarien en faisant très attention pour couvrir l'ensemble de ses besoins, mais la recommandation générale n'est pas d'être végétarien, c'est d'avoir un répertoire alimentaire large pour couvrir l'ensemble de ses besoins.
C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, on consomme plutôt beaucoup de produits animaux et peu de produits végétaux, notamment pour l'apport protéique. En gros, 2/3 de produits animaux pour 1/3 de produits végétaux en termes de sources protéiques, alors qu'on recommande plutôt moitié-moitié. Traduction, avant de penser à devenir végétarien, on devrait commencer par manger moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Je ne suis pas sûr que manger tous comme un modèle dans un pays, ce soit la solution, puisque de toute façon, culturellement, on voit bien qu'entre un Esquimau et quelqu'un au Zimbabwe, ils ne mangent pas la même chose. Et pour autant, s'il couvre ses besoins, il se porte très bien. Donc l'alimentation n'est sûrement pas le modèle unique à appliquer à toute la planète.